Bonjour, merci à tous nos fidèles auditeurs et bienvenue au nouveau. Jimmy ne pouvait pas être là, Jimmy est absent donc parce qu'il s'est pris un carton rouge. Il a fait un tacle les deux pieds décollés par derrière pour blesser Hatem Ben Arfa. Et là, les conseillers de Hatem Ben Arfa, l'avocat, ont porté plainte à la Ligue. Enfin, ça a créé tout un tas de complications. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas être là aujourd'hui. Mais l'ami Kazar est passé par là et sa commission de discipline a décidé de le gracier. Donc il sera de retour dès la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Du coup, c'est moi, Darius, qui va présenter cette émission. Et c'est un réel plaisir d'animer le podcast ce soir. Nous avons développé un sommaire aux petits oignons avec une semaine fantastique. Sommaire que je vais développer avec trois commentateurs qui, je l'espère, sont chauds comme la braise. J'ai donc avec moi le pseudo-expert Basso. Basso, comment Bonsoir à vas-tu? tous, ça va très bien, merci. Le presque nouveau et presque marié Ravi. Comment vas-tu, Ravi? Très très bien. Bonsoir à tous. Et l'inévitable et vénérable et contrairement à ce que disait Jimmy, tout sauf sage, Olivier M. Comment vas-tu, Olivier? Tout va très bien et bienvenue à notre nouvel animateur. Merci beaucoup. Alors, vous êtes prêts? On attaque? C'est parti. Ok, on va commencer chronologiquement. Donc, on va d'abord parler de PSG Nice. Et une simple question, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce match? On va commencer par toi, Ravi. Alors, j'ai bien apprécié surtout le collectif. On a vu un collectif intéressant, caractérisé en grande partie par un pressing haut de tous les joueurs, bien aidé particulièrement par un milieu efficace dans ce domaine. Draxler, on le sait, c'est pas il va peut-être courir partout, mais sans intelligence, il va savoir se placer pour intercepter. Radio, qui lui, à plusieurs reprises, a su presser très haut sur le terrain. Et Verratti, toujours dans ses stands. Voilà, donc un milieu bien organisé qui a permis un pressing efficace. Et sinon, j'ai trouvé que ce collectif aussi était caractérisé par un jeu de passes diversifié, une belle utilisation des espaces par rapport au match précédent, le retour du jeu avec touche, et d'excellents longs ballons, ou dans la diagonale, facilement en direction de Mbappé. Hein. Malgré son match en demi-teinte, il a quand même pas mal proposé sur le côté gauche. Il a aussi combiné d'ailleurs plusieurs reprises. Merci beaucoup, Ravi. Merci beaucoup, Ravi. Ah, pardon, excuse-moi. Non, oui, j'avais remarqué aussi, on confirme qu'on est efficace sur les arrêtés, travail effectueux en fait. C'est vrai que c'est important. Les détails sont. Ok. Alors, bah maintenant, du coup, je vais te demander à toi, Basto, qu'est-ce que tu as aimé sur le match? Je pense que Ravi a un peu tout dit. On a noté globalement les mêmes choses, avec un bloc retrouvé, un pressing haut très efficace, ce qui permettait de récupérer la balle immédiatement et assez haut sur le terrain. Ce qui fait qu'on n'était jamais mis sous pression, jamais en danger. Nice se crée une ou deux occasions et leur seule frappe cadrée, c'est dans les arrêts de jeu. On a eu aussi, comme l'a dit Ravi, des variations dans notre jeu, avec un jeu aussi bien sur les côtés, en écartant sur les latéraux qu'au milieu, avec notamment Di Maria qui revenait au centre pour les aider. Et donc la fin du déséquilibre qu'on avait pu voir les matchs précédents. Et je note aussi la réussite face à un bloc bas, ce qui était un de nos problèmes. Et là, on a su contourner. Nice était venu avec des lignes très resserrées et on a su très bien jouer face à eux. Bah, merci beaucoup, Basto. Et toi, Olivier, qu'est-ce que toi tu as aimé sur ce match donc? En plus de ce qu'ont dit mes petits camarades sur le. Et oui. On a retrouvé un jeu collectif. J'ai aimé aussi l'état d'esprit. On avait été très déçus de l'état d'esprit sur le terrain à Marseille, notamment appuyé par la malheureuse déclaration de Mbappé qui laissait croire que nos joueurs n'avaient pas tout à fait compris ce que c'était qu'un classico pour tous les supporters. Donc j'ai aimé de voir une équipe beaucoup plus solidaire, beaucoup plus allante, beaucoup plus engagée. Ça, c'est la première chose. J'ai aimé aussi notre capacité à démarrer bien les matchs. On a toujours un peu, on est resté un peu sur l'idée d'un PSG qui avait du mal à débloquer des situations, qui usait et qui finissait souvent par conclure en deuxième mi-temps. Là, ça fait plusieurs matchs qu'on ouvre le score très rapidement dans les 5 premières minutes et ça déséquilibre bien entendu le plan de jeu adverse. Et c'est ce qu'on a vu avec Nice qui était venu manifestement pour bloquer et puis attendre
que ça se passe pour ensuite contre-attaquer. Et là, il a été complètement décapité par cette ouverture rapide. Et la troisième chose que j'ai aimée, c'est nos défenseurs centraux. Et on le souligne pas assez souvent. Ils ont été capables de jouer en 1 contre 1 contre les 2 attaquants adverses, qui étaient Balotelli et Schneider. Et ça, ils ont très très bien maîtrisé. Et ça laisse quand même de la place au milieu pour pouvoir être déchargé de ces besognes-là et organiser un peu plus haut le jeu. Ok, merci beaucoup, Olivier. Et bon, alors maintenant, j'ai fait en sorte de m'entourer d'experts, donc j'espère on va bien trouver quelques petits points négatifs sur ce match dans le jeu de Paris. Et Olivier, j'aimerais cette fois commencer par toi. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé sur ce match? Qu'est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce qui t'a posé problème? Il n'y a pas grand-chose à jeter sur ce match qui est globalement un match à petit. S'il faut un petit peu rentrer dans le fond, moi ce que je regrette, c'est qu'il a fallu des indisponibilités au milieu et en attaque pour qu'Emery se résolve à changer dans ces deux lignes. Alors qu'il fait très bien tourner en défense, il ne le fait que contraint et forcé dans ces deux lignes-là par les manques qu'ils soient liés aux blessures ou qu'ils soient liés à une suspension. Or, ça faisait plusieurs matchs qu'on voyait très bien que le 7+3 ne fonctionnait pas. Même Mota a joué, on l'a su après, blessé contre l'OM. À Nice, il y a une entrée de Draxler alors que Mota n'est pas là. Di Maria pour pallier la suspension de Neymar. Et par miracle, on voit que ces changements entraînent un changement de système, d'animation, et on retrouve l'équilibre perdu. Et moi, je continue à m'interroger sur l'attitude d'Emery, qui me semble montrer qu'il subit plus les événements qu'il ne les anticipe, ce qui est un reproche récurrent pour moi avec lui. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et maintenant, je vais demander à Ravi, est-ce que tu partages ce qu'a dit Olivier? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont déplu sur le match? Excuse-moi, Ravi, c'est juste une petite remarque technique. Essaye de te rapprocher un peu de ton micro, on t'entend très très peu. Merci. Je vais plutôt laisser Basto répondre par rapport au propos d'Olivier. D'accord. Alors moi, personnellement, ce que je n'ai pas aimé, c'est... il n'y a pas grand-chose. Du coup, on va essayer... C'est un peu tiré par les cheveux, mais la titularisation de Mbappé par Emery. Donc moi, je comprends totalement qu'il soit dans une forme de moyenne. Après l'équipe de France, après son passage en France. Mais je pense quand même qu'à son âge, c'est pas un mal d'aller sur le banc de temps en temps. Et en plus, ça permet du temps de jeu supplémentaire à d'autres comme Michaud ou Pasteur. Voilà. Mais en y réfléchissant bien, je comprends aussi que le coach ne veuille pas trop le perturber. Puis aussi, il y a un autre paramètre qu'on fait moins attention, mais il y a des pressions quand on investit autant sur un joueur, c'est quand même 180 millions, soit du 5 buts. Et un petit peu le syndrome des chaussures neuves. Quand on achète une nouvelle paire de chaussures assez chères, on a compris ton point. Merci beaucoup, Ravi. Et Basto, donc, tu es invité à répondre à Olivier. Donc, écoutons ta réponse. Alors, je vais répondre à Olivier qui dit que Unai ne tourne que sur la ligne défensive et que sur le reste, c'est contraint et forcé. Oui et non. Au milieu, Draxler a débuté 7 des 9 derniers matchs. Alors oui, c'est forcé, mais on n'a jamais le milieu au complet en même temps. Et qui nous dit que milieu au complet, il ne tournerait pas? On ne le sait pas. On a eu 2 ou 3 matchs, c'était des matchs importants. En attaque, c'est pareil. Ravière et Di Maria ont été blessés très longtemps, donc finalement, il n'y avait pas vraiment d'autre solution à part Lucas. Mais bon, Lucas, voilà, il n'a plus le niveau, donc on ne compte pas sur lui, donc ça sert. C'est pas non plus un reproche à Unai de ne pas le faire jouer. Et on voit que quand Di Maria revient, il est titulaire d'entrée à Dijon et c'est Cavani qui est sur le banc. Donc la rotation, pour moi, elle est là et elle sera là. Sinon, ce que j'ai pas aimé, pour être tatillon aussi, 20 minutes de jeu du PSG, c'était entre la 15e et la 35e en gros, où on a eu pas mal de difficultés dans la conduction basse du jeu, surtout par Rabiot qui avait du mal à l'organiser. Et sinon, j'ai pas aimé c'est plus que pas aimé, c'est plus une tristesse. C'est le jeu de Nice par rapport à l'année dernière, quoi. Ça fait mal au cœur. Ok, d'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu désires répondre, Olivier, ou c'est bon pour toi? Non, j'entends les arguments de Basto et qui sont raisonnables. Ok, merci beaucoup. Deux appréciations différentes, mais c'est habituel et c'est bon pour le débat. Merci. Et moi, par rapport à ce que tu disais, j'aimerais juste ajouter, oui, on marque vite, mais au-delà de marquer vite, ce qu'on peut remarquer cette saison, c'est que non seulement on marque vite, mais une fois on se satisfait pas du fait d'avoir marqué un but ou deux,
on continue à aller vers l'avant et très souvent on continue à aller vers l'avant jusqu'à la 90e minute et ça c'est très appréciable aussi, quoi. Alors maintenant on va passer à la rubrique des tops et des flops. Alors petit rappel, hein, les tops et les flops, là, vous prenez chacun 2 tops ou 2 flops maximum. Si vous n'en avez pas 2, c'est pas grave, vous n'en dites qu'un. Et on va commencer par toi, Basto. Quels sont tes tops et tes flops? Alors, on va en dire 2. C'est Pastore parce qu'on le revoit. On le revoit après une longue absence et ça fait toujours du bien de le revoir, même si c'est 10 minutes. Voilà, nous on était au stade avec Darius et on a eu les frissons quand il est rentré. Et voilà, c'est un joueur qui procure ces émotions-là. Et en deuxième top, je vais citer Cavani, hein, qui surfe sur son match, sur son égalisation à Marseille et sur son statut de nouveau vrai chouchou du parc. Il marque très vite, il met son doublé, on le revoit revenir en défense en taclant dans ses 20 mètres. Il était partout contre Nice. Merci beaucoup. Et tes 2 flops? Alors mes 2 flops, ce sera Mbappé sur ce match, qui n'a pas non plus été mauvais et pas forcément aidé par Yuri et Draxler. Draxler qui a été très bon mais qui n'est pas venu l'aider. Et Yuri que j'ai trouvé pas mauvais mais pas top non plus, un peu en dessous techniquement et dans son placement. Ok, d'accord, merci beaucoup. Bah, du coup, on va passer à Olivier. Quels sont pour toi les 2 tops et les 2 flops sur ce match que tu as distingué? Cavani, c'est difficile de ne pas le considérer comme le top de ce match. Il a été efficace, il a plus participé au jeu, mais plus que sa prestation, c'est le pourquoi il a été très bon. Et je pense qu'un des défauts qu'on remarque depuis le début de saison, c'est la tendance des 2 stars à jouer l'une pour l'autre et à ignorer un petit peu Cavani. C'est pas toujours facile de jouer avec Cavani, mais il est quand même un élément très important. Et je pense que l'entrée de Di Maria, qui a été double passeur et qui l'a cherché très souvent, qui a voulu le mettre dans les meilleures positions, est beaucoup dans la très bonne prestation de Cavani. Et donc Di Maria est pour moi le deuxième top. Il ne faut pas oublier qu'on a fini la deuxième partie de saison avec un trio en attaque qui a donné satisfaction, qui était Draxler, Cavani, Di Maria. Il était un titulaire indiscutable l'an dernier. Il n'est plus aujourd'hui qu'un remplaçant de star. Il vit manifestement assez mal cette situation. Là, les événements, la suspension de Neymar lui a donné sa chance et il a su saisir, je trouve, avec ses 2 passes décisives, une activité de tous les instants. Donc j'ai beaucoup aimé l'entrée de Di Maria contre Nice. Merci beaucoup. Et 2 flops, si tu en as 2? Non, je n'ai pas de deuxième flop. Mbappé, qui est un flop, à mon avis, un flop transitoire. Et on sent qu'il est un peu à la peine depuis quelques matchs. Il s'enferme dans un jeu individuel où il s'isole, il perd beaucoup de ballons. Il a perdu sa spontanéité. Alors il y a sûrement beaucoup de pression hein, pour un gamin de 18 ans qui finalement n'a pas un très gros vécu au très haut niveau. Tout lui est tombé dessus un peu vite, son transfert, l'équipe de France. Voilà, moi je ne suis pas inquiet pour l'avenir, mais c'est sûr que pour le moment, il est un peu décevant. D'accord, merci beaucoup, Olivier. Et toi, Ravi, est-ce que tu as 2 tops, 2 flops que tu voudrais apporter sur la table? Alors j'ai 2 tops et un flop. Ok. En top, Cavani, mais en fait, si j'ai envie de parler de Cavani, c'était juste parce que, franchement, moi, ça fait longtemps qu'il m'a fait oublier le fameux Zlatan, celui qui joue de temps en temps en Angleterre. Donc voilà, pour moi, Cavani, c'est vraiment, c'est un symbole en fait. Ibrahimovic, c'est le symbole de l'individualisme, et Cavani, c'est le symbole du besoin du collectif. Et voilà, c'est pour ça que j'en parle. Forcément un top. Cavani, voilà, c'est un homme, et ça fait du bien dans ce PSG-là, au niveau d'état d'esprit. Et donc mon deuxième top, c'est l'équipe dans son ensemble. Un bon état d'esprit collectif. Ça a joué à une touche, vite, vers l'avant. Voilà, on a senti dans ce match-là que tout le monde avait conscience de l'importance de suivre les consignes, de faire les efforts de pressing. Donc, bravo aux joueurs et à Emery. Ok, merci beaucoup. Flop, Ah, pardon, excuse-moi. Mon demi-flop, voilà, c'est pareil, hein, c'est pour Mbappé, mais franchement, en réalité, si en deuxième mi-temps, après son rush, il met son plein lucarne, on dirait bien. Voilà, on a... Rapproche-toi un peu de ton micro, Ravi, encore une fois, s'il te plaît. Lors du match contre Marseille, voilà, il a raté son match. Je suis désolé, je vais te couper juste parce qu'on t'entend pas du tout. Ouais, là. Sur la fin.
sur la fin, entendez pas. Mais de toute façon, on commence à prendre pas mal de temps, donc il va mine de rien falloir qu'on enchaîne et qu'on enchaîne avec ce match qui a amené à Paris un nouveau record, celui du nombre de buts marqués sans en encaisser après 4 journées de Ligue des Champions. C'était juste jamais arrivé dans l'histoire de Ligue des Champions. Et je veux bien sûr parler de la réception d'Anderlecht. Basto, qu'as-tu trouvé de bien sur ce match? Bah, encore une fois, le collectif, c'est la suite du match contre Nice avec encore un cran au-dessus, avec encore un collectif plus huilé et plus varié. On a vu le retour de Neymar qui a apporté. On a vu Mbappé qui est revenu à la simplicité et ça fait du bien au jeu pour épurer le jeu. Le milieu qui a confirmé son match contre Nice qui a vraiment été excellent. Et j'ai beaucoup aimé aussi un symbole à la 20e, c'est quand Unai demande à Silva de venir et de jouer plus haut. Et Silva, on le voit bien attentif et bien écouter les consignes. Donc on reproche à Emery souvent de faire des changements tactiques peut-être trop tard à la mi-temps. Là, dès la 20e, il le fait. Donc j'ai globalement aimé tout notre jeu. Ok. Alors, on va enchaîner pour le coup avec Olivier. Olivier, qu'est-ce que toi tu as trouvé de bien sur ce match? C'est un match qui est magnifique sur le plan du résultat, mais aussi sur le plan de l'évolution de l'équipe, avec un enthousiasme, avec une spontanéité, avec un équilibre remarquable. Bon, je sais que tu n'aimes pas qu'on dise ça, et je ne le dis pas pour dévaloriser la victoire du PSG, parce que, comme je le répète, la prestation est formidable. Si tu fais le parallèle entre le parcours en LDC des deux équipes, le PSG, c'est 4 matchs, 4 victoires, 17 buts marqués, 0 encaissés. Anderlecht, c'est 4 matchs, 4 défaites, 0 buts marqués, 15 encaissés. C'est sûr que le constat est implacable. Il y avait un fossé entre ces deux équipes. Et en plus, manifestement, leur coach, lui, ne doit pas du tout être adepte de la vidéo, car il a mis en place un plan de jeu suicidaire. Tu ne joues pas au parc avec le peu de moyens que tu as, en laissant des espaces, en attaquant. Il s'est livré, mais il n'empêche que ces matchs-là, il faut savoir les gagner, et les gagner avec la manière magnifique, avec un spectacle formidable. Moi, je pense qu'on peut parler d'un match quasi parfait, avec une équipe qui montre bien que le PSG est une équipe de Ligue des Champions autrement plus concernée dans ces matchs-là que dans la triste Ligue 1, avec un bloc compact, agressivité, pressing, transition rapide, niveau technique excellent, efficacité et spectacle. J'ai aussi aimé que Neymar et Mbappé, qui ont été très déficients les premiers matchs là-dessus, étaient beaucoup plus concernés par le repli défensif. On a vu Neymar au moins dans les 10 premières minutes, mais cavaler comme un fou pour aller presser la relance. Et ils ont été aussi plus collectifs. C'est sûr que les deux joueurs ont vraiment apporté et vraiment montré des choses nouvelles. Enfin, moi, il m'a semblé des choses nouvelles. Mais juste par rapport à des soucis de temps, je vais me permettre de passer à Ravi. J'espère que tu m'en tiendras pas trop en rigueur, Olivier. Et Ravi, qu'as-tu aimé, toi, sur ce match? Alors, essaye de te rapprocher de ton micro, parce que sinon, il y a des séquences où on entend juste rien, en fait. Oui, c'est la confirmation du match contre Nice, qui était comme une mise en bouche, et ça nous a mis en appétit pour la Ligue des Champions, et au parc, c'est un festin royal. Voilà, donc, la question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce que le retour de Neymar allait avoir pour conséquence un jeu plus individualiste, moins collectif, mais non, tous les joueurs ont été conséquents par ce match, par les consignes du coach. Et, non, c'est un régal. Encore une fois, le milieu de terrain, excellent dans l'équilibre. C'est lui qui permet l'équilibre, et en même temps, grâce à Draxler, plus de Verratti, ça permet énormément de créativité au milieu de terrain. Et voilà, c'est deux créateurs dans un style différent, et c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. La deuxième petite chose, pardon, excuse-moi. Juste le fait d'avoir eu un premier remplacement assez peu. Merci beaucoup. Et à titre personnel, moi, une chose que j'ai bien aimé, c'est les permutations dans l'équipe, où on retrouvait parfois Silva qui est resté aux avant-postes pendant longtemps et qui était suppléé en défense centrale par un des deux milieux. Le milieu qui a en permanence tourné avec Verratti et Rabiot. Et pareil, devant, on avait des fois Mbappé. Enfin, la totalité de l'équipe était dans des permutations et j'ai trouvé ça très très appréciable. Alors maintenant, c'est difficile de dire des choses qu'on n'a pas aimées sur ce match, mais on peut peut-être essayer de pousser la réflexion en se demandant quels sont pour vous les axes de progression prioritaires face à ce type d'adversité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux encore
face à une équipe qui n'arrive pas forcément bien préparée, qui arrive d'une manière peut-être un peu naïve. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, des choses qu'on doit améliorer? Ravi, je t'écoute. Cette question. Mais disons que dans l'apport, dans le jeu, je pense que moi je voulais plus parler de Kurzawa. C'est dans les top flops. Ce sera peut-être plus dans les top flops, non? Kurzawa. Bah, Ok, si tu veux, utilise ce prétexte pour parler de Kurzawa et Olivier et voilà. Dans Basto. le jeu, il y a quand même un souci avec lui, même si joueur, quand il est en forme, quand il a la tête à l'endroit, on sait qu'offensivement, il va pouvoir apporter. Toujours la même remarque, Olivier, rapproche-toi de Ravi, pardon. Non, c'est bon, il avait fini, je crois. Ah, t'avais fini? Excuse-moi. Du coup, Olivier, je te pose la question, quels sont pour toi les axes de progression prioritaires face à ce type d'adversité? Oui, là, on va vraiment pinailler. C'est pas tellement sur ce match. C'est le Il faut but. chercher des choses qui n'ont pas bien fonctionné. Je crois que c'est plutôt une réflexion un peu globale, même si on note que l'équipe est plus équilibrée. Je crois qu'on a tendance, et c'est un peu la tendance des joueurs, à repiquer un peu systématiquement dans l'axe. On n'utilise pas suffisamment les côtés. Bon, à gauche, malheureusement, Kurzawa ne joue pas très juste, mais à droite, Alves est un joueur qui peut faire le piston et qui a une qualité de centre bien meilleure. Et on s'aperçoit que des équipes très bien organisées, qui ont très bien étudié le jeu de Paris, ont souvent abandonné les côtés pour se concentrer dans une défense dans l'axe, limitant les espaces pour nos joueurs axiaux ou nos joueurs qui sont théoriquement sur le côté et qui repiquent systématiquement dans l'axe. Et là, je crois qu'il y a un axe de travail à faire pour varier sur la largeur nos offensives. D'accord, merci beaucoup. Basto, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet? Moi, je suis pas d'accord avec la remarque d'Olivier. Je trouve que l'année dernière, on jouait trop sur les côtés, justement, et maintenant, je trouve qu'on trouve l'équilibre. D'ailleurs, on marque un but sur un centre d'Alves qui est trouvé sur le côté. Et moi, ça me dérange pas. Je vais peut-être rajouter un truc, si on veut avoir un axe de progression, l'entente des deux avec Cavani, comme l'avait dit Olivier sur le match contre Nice, et là, on l'a vu dans ce match. Et peut-être le repli de Mbappé, qui est du pseudo-repli pour le moment. Là, il fait des efforts, mais c'est pas. Voilà. C'est pas encore. C'est un axe d'amélioration. À nous deux, on estime qu'Mbappé fait des gros efforts défensifs, parfois, et à d'autres moments, il est à 1 mètre du joueur, il court derrière, mais il ne va pas forcément faire l'effort défensif. Mais il y a quand Il y a la même, progression il y a par quand rapport au même dernier une match, marge il n'y a de rien à dire. progression sur Dans le l'esprit, il sujet. était là. Bon, du coup, on va enchaîner avec les top flops pour ce match. Quels sont les tiens, Olivier? Le top, Verratti. Moi, je trouve que depuis quelques matchs, on revoit Marco, qui est capable d'impulser le pressing, qui est un très bon joueur à la récupération, qui organise la relance, qui est un très bon passeur long, et qui, pour une fois, a même pris sa chance dans la surface et a marqué un magnifique but avec une balle travaillée. S'il faut sortir un autre joueur du collectif dans l'ensemble brillant, en général, je dirais Draxler, qui se fait de plus en plus à son nouveau rôle de relayeur gauche, qui joue simple, juste, avec une capacité de projection qui manque au milieu à 3, qui était le milieu titulaire d'Emery au début de saison. Et je crois que là, il impulse quelque chose de nouveau et dans le milieu qui est vraiment très favorable. Au point de vue des flops, il n'y a vraiment aucun vrai flop. L'équipe a été éblouissante dans son ensemble. Ce sera des flops relatifs. Cavani, alors là, c'est tout à fait asymétrique par rapport au Cavani qu'on a mis comme un top pour le match contre Nice, car je trouve qu'il ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions, qu'il en a raté beaucoup, comme souvent, même si maintenant il est plus efficace. Il est difficile de ne pas être exigeant quand un buteur de sa trempe sort bredouille dans un match à 5 buts. Et il reste là aussi qu'avec la sortie de Di Maria et la constitution de la paire Néné-Kiki, et qui continue toujours à l'ignorer un peu trop, il a été servi dans de moins bonnes conditions. Et enfin Kurzawa, qui est toujours, pour moi, qui est toujours aussi mauvais dans le jeu, parce que ces 3 buts ne rachètent pas totalement. Et même s'il est de bon ton avec ce PSG en début de saison de se satisfaire de résultats bruts plutôt que de s'interroger sur la manière, ses réactions de provocation ridicules en disent long sur son intelligence et sa capacité à se remettre en cause. Donc c'est un joueur qui continue à me décevoir beaucoup. On a tous pensé sur sa réaction, on l'a un peu tous déploré
à degrés divers, mais on a tous déploré, ça c'est sûr. Basto, quels sont pour toi les tops et les flops de ce match? Alors, dans les tops, j'ai mis Kurzawa parce que quand même, je l'ai abonné à la rubrique flop et là, il met un triplé, donc on va peut-être juste pour ça lui rendre hommage. Et je vais mettre un joueur, il y a peut-être des joueurs qui ont fait un meilleur match, mais j'ai envie de mettre Rabiot, qui n'a pas forcément été le plus brillant, même ne serait-ce qu'au milieu, mais qui a vraiment été le joueur qui positionnait le bloc du milieu. C'est lui qui était responsable de l'organisation et de la hauteur du bloc. Et il a été très très bon dans ce domaine, donc il a été patron là-dessus. En flop, comme Olivier, Cavani, mais on ne peut pas lui reprocher non plus grand-chose. Il a juste fait un match moyen, puis c'est sa série qui s'arrête, c'est dommage, il aurait pu égaliser un petit record de plus. Et je mets Kurzawa aussi en flop, je l'ai mis dans la rubrique top, mais je le mets aussi dans la rubrique flop pour ses défauts défensifs, où il a souvent été pris dans son dos, les actions d'Anderlecht sont passées essentiellement de son côté, et pour sa réaction, évidemment, où on a l'impression que pour lui, les critiques à son égard n'étaient pas justifiées. Merci beaucoup. Ravi, est-ce que toi tu as aussi des tops et des flops que tu veux apporter? Donc j'avais à peu près les mêmes que Olivier, un Draxler, sa simplicité, sa justesse technique, que ce soit dans le dribble, dans le contrôle, dans la passe, compter au millimètre. Donc voilà, là c'est vraiment une créativité supplémentaire au milieu de terrain et on en a besoin. Autre top, en Verratti, mais je voulais en parler en commençant par les tacles de Verratti. Il tacle un peu partout à tout va. Alors parfois ça peut paraître totalement inutile et incongru. Mais en fait, c'est un signe, quoi, tout simplement. C'est un signe qu'il est de retour aux affaires, qu'il est impliqué. Et on retrouve le Marco Verratti auparavant. Ok. En plus, derrière, il met un petit bijou. C'est un vrai plaisir de retrouver Marco. Et puis, je ne vais pas parler d'Emery parce que le temps nous manque peut-être. Et sinon, en flop, voilà, Cavani, pour une fois, il est peut-être émoussé. J'espère qu'il est émoussé et j'espère que c'est pas la relation Mbappé-Neymar. C'est la question qu'on va se poser tout au long de l'année de toute façon. Moi, je pense que c'était vraiment un match de sang. D'accord, merci beaucoup. Moi, par rapport à ce que vous avez dit, j'aurais aimé insister sur Rabiot qui pour moi a été l'homme l'homme qui permettait au déséquilibre amené par l'équipe, amené par toutes les permutations, au déséquilibre d'être équilibré. Il était vraiment là. Et sur Cavani, pour moi, il y a aussi une autre théorie, c'était un jour moins bien, parce que je trouve que vous êtes un petit peu dur quand vous chargez la relation Neymar-Mbappé. Cavani a été pas mal servi, il a eu beaucoup d'occasions de frapper au but, et il était pas esselé sur le front de l'attaque. Enfin, en tout cas, personnellement, c'est pas ce que j'ai vu. Mais maintenant, j'aimerais qu'on passe au petit dossier de la semaine qu'on va faire sur Mota. Et enfin, on va rebondir à sur ce que tu disais tout à l'heure, Olivier. Tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie ici. Ou plutôt sur l'absence de Mota. En creux, je veux parler du milieu à 3, Rabiot, Verratti, Draxler. Et n'oublions pas, dans ce milieu à 3, qu'il y a un quatrième homme qui s'appelle Lo Celso, qui fait des rentrées de plus en plus tôt et sur lequel Emery s'appuie de plus en plus aussi, notamment pour le rôle de sentinelle, voire le rôle de vide de temps en temps. Alors là, il n'y a pas d'ordre. Qui veut se lancer se lance. Juste une petite consigne. Dites votre pseudo avant de commencer à parler pour que les auditeurs puissent vous identifier. Je commence, Basto. Moi, j'ai toujours été partisan, depuis très longtemps, dans un milieu à 3, d'avoir un profil 10. Avant, c'était Pastore quand il n'était pas blessé. Et donc, pour moi, Draxler est indispensable dans le milieu à 3. On le voit, il n'a pas besoin de tacler comme un fou. Il est toujours intelligent. Il sait bien se placer. Il sait anticiper pour intercepter des balles hautes. Je pense que son profil est indispensable pour l'équilibre. Après, que ce soit Rabiot en sentinelle ou Mota, peu importe, j'ai envie d'insister avec Draxler. Après Rabiot, on va dire qu'il n'aime pas jouer sentinelle, mais je pense que là, ça ne le gêne pas quand il y a Draxler devant lui, puisqu'il peut se permettre d'être libre, il peut monter, il peut revenir, ça permute, comme l'a dit Dryas tout à l'heure. Et donc, il a cette liberté qu'il n'a pas quand il a un joueur un peu plus limité comme Matuidi devant lui. Et une autre chose intéressante, c'est peut-être sur Mota, la fin de la relation Mota-Verratti, c'est ce qui impacte sur le jeu de Marco. Quand Mota n'est pas là, Marco joue plus vite vers l'avant et se projette plus. Mais du coup, comment tu vois le futur? Est-ce que tu vois Mota revenir dans le 11? Pour moi, on doit insister avec Draxler. Ce milieu me va bien, mais j'ai aussi envie de voir, parce qu'on ne l'a pas encore vu, de temps en temps, un milieu Mota, Draxler, Verratti, par exemple. D'accord. Après, on pourra parler de Lo Celso aussi, ce qui est rentré. Quelqu'un d'autre veut rebondir?
Olivier, donc moi, ça me crève le cœur de parler de Mota comme quelqu'un qui est en partie responsable des hésitations, du déséquilibre du 7+3 du début de saison. Mais on est obligé de remarquer que l'équilibre de l'équipe est meilleur depuis Nice. Alors qu'on avait atteint le fond avec Marseille de ce système-là, depuis Nice, depuis que Mota n'est plus disponible, eh bien, on constate qu'il y a un meilleur équilibre. Ça s'est déclaré contre Nice, ça s'est confirmé avec Anderlecht, et le milieu, Marco, Rabiot, Draxler, a semblé beaucoup plus équilibré. Et d'ailleurs, pour moi, ce n'est pas tellement un milieu à 3, c'est plutôt un milieu à 2, avec Marco et Rabiot, et Draxler étant l'élément un peu plus avancé, que pourrait d'ailleurs être très bien Pastore, parce qu'il y avait ce grand vide, ce grand écart entre le bloc arrière et les trois de devant, et on sentait qu'il manquait un élément capable de faire la liaison entre ça. Draxler le fait très bien au jour d'aujourd'hui, mais Pastore, on en rêve tous, enfin, en tout cas moi j'en rêve, pourrait être tout à fait le joueur qui assure cette liaison et cette projection vers l'avant. Alors Mota a été un joueur extraordinaire, ça a été l'ADN, comme aimait le souligner de l'eau. Il a tiré l'équipe vers le haut quand il avait encore de l'essence dans le moteur, mais maintenant on a l'impression qu'il l'entraîne dans son faux rythme, avec un jeu trop latéral, d'autant que quand il y a les trois et que Blaise n'est plus là, on est privé d'éléments de projection qui dynamisaient un petit peu. Donc oui, moi je ne sais pas comment il va gérer le retour de Mota. Il l'a titularisé systématiquement, même blessé partiellement contre l'OM. Donc est-ce que Draxler va faire les frais du retour de Mota? Moi c'est la question que je me pose aujourd'hui. Ok, Ravi, tu veux rebondir toi aussi ou pas? Bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Donc, effectivement, ça fait 4 ans qu'on attend ça. Un vrai offensif dans le milieu de terrain. On a souvent comparé, enfin, certains journalistes faisaient comparer le 4-3-3 de Blanc à celui de Barcelone. Sauf qu'on ne peut pas de Iniesta. Dans la fonction, c'est pas clair, on ne sait pas ce que on attend ça. Bien sûr, comme l'a dit Olivier, parce qu'il a apporté ces dernières années. Je pense qu'il y a un moment où, en fait, je faisais la même remarque par rapport à Ibrahimovic, c'est qu'il y a un moment où il y a un décalage entre ces joueurs-là, l'importance qu'ils peuvent avoir sur le terrain, et la réalité. On parle un peu beaucoup d'Ibrahimovic à mon goût, en disant du mal de manière peut-être, à mes yeux en tout cas, un petit peu irraisonnée, mais c'est pas le sujet. Et moi j'ai tendance à penser, mais c'est un petit spoil par rapport à la semaine prochaine, il ne faudra pas trop réagir à ce que je vais dire, c'est que peut-être que le retour de Mota ne changera pas, n'instaurera pas le retour au 7-3. Peut-être que les choses sont un peu plus complexes que ça, et peut-être Emery est connu pour des fois pousser les tests jusqu'à leur paroxysme et jusqu'à leur ridicule. Et souvenez-vous des corners joués à deux en première partie saison dernière. Peut-être qu'il le faisait pour des raisons, et je ne suis pas sûr que c'était tout à coup le fait qu'on se retrouve avec un bloc équipe soit expliqué uniquement par l'absence de Mota. Et maintenant, moi, ce milieu me plaît beaucoup. Le milieu qu'on a vu sur les deux matchs, c'est un milieu que je crois a un grand avenir. Et sans oublier Lo Celso, et j'espère que Lo Celso fera plus de rentrées maintenant à la 60e minute. Mais je ne vois pas Mota forcément comme un ennemi de notre progression, à titre personnel. Si je peux me permettre, bien sûr. Je suis d'accord avec toi sur la plupart des matchs. Après, il faut voir sur la durée. Mais effectivement, un milieu Mota vers CR, je pense que ça devrait aller. Mais je pense que sur la durée, il y aura quand même forcément un souci. C'est obligatoire. Et parce que Rabiot, il a quand même plus de volume de jeu et il presse beaucoup plus. Il presse 15 mètres. Mais complètement. Mais complètement. Rabiot a des qualités. Je mettais juste en exergue le fait que c'était pas, à mes yeux, la seule explication à l'abandon du fameux 7-3. C'est tout ce que j'étais en train de dire. Et j'ai peut-être tort, et de toute façon, j'aurai confirmation de mes dires dans le futur, quoi.
Maintenant, je vous propose de... Pardon? Non, il y a déjà aussi le fait que les doubles. Ravi, je suis désolé, il faut vraiment que je te demande de parler plus proche de ton micro, en fait. Non, je disais Merci. que le 7-3 était dû aussi peut-être au fait que les ailiers ne défendaient pas assez. Peut-être. Mais peut-être qu'il y a des raisons qui étaient liées à ça. Enfin, on en saura plus tard, quoi. Si je peux rajouter quelque chose, on a l'impression quand même qu'avec ou sans Mota, le centre de gravité de l'équipe n'est pas au même endroit. Mota, de plus en plus, parce qu'il a des difficultés qu'il a toujours eues, mais qui se sont accentuées, à jouer dans son dos, à se retourner, il joue de plus en plus à la hauteur de ses deux arrières centraux. Alors que Rabiot, lui, est plus un joueur qui a plus une mentalité de relayeur, est plus capable de faire du box-to-box que ne le fait Mota. Donc aujourd'hui, Mota, à mon avis, fait jouer l'équipe trop bas et donc risque de pérenniser cet écart, cet espace entre les lignes, alors qu'on a trois avants qui, eux, reviennent moins facilement et sont toujours dans la recherche de la profondeur et de la rupture. Et puis aujourd'hui, posons la question un peu brutalement, qui de Marco, Rabiot ou Draxler peut sortir en laissant sa place à Mota, après ce qu'ils viennent de prouver sur 2 matchs? Tu fais étalage de points qui sont très vrais et dans lesquels je me reconnais beaucoup. J'exprimais juste oui, Mota va faire baisser le bloc et ce que disait aussi Basto, la relation Verratti-Mota où ils ont cette espèce de tendance de se faire des passes à 3 mètres très rapidement, mais des passes à 3 mètres en étant assez bas sur le terrain. Maintenant, moi, je me pose la question, c'est juste une question que je me pose, et dans cette question, je suis en train de me dire peut-être que le retour de Mota n'impliquera pas, alors ça sera bien entendu différent, mais peut-être que ça n'impliquera pas pour autant un déséquilibre tel qu'on a pu le connaître pendant 3 matchs. On a pu constater par exemple récemment que les attaquants faisaient beaucoup plus de retours défensifs et beaucoup plus de pressing sur les 2 matchs. La prestation du milieu s'expliquait aussi parce qu'on jouait en bloc alors qu'avant c'était pas le cas. Mais par contre maintenant par rapport au temps on va passer à Angers et je vais vous poser 2 questions en fait. Comment est-ce que vous sentez le match contre Angers et quelles adaptations à votre sens Emery devrait faire pour affronter le bus promis? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut parler, parle, juste dites votre pseudo avant. Ravi. Vas-y, balance, Ravi. Bon, ça va être assez très court. Moi, je veux juste de la rotation. Ok. On sait qu'un match contre Angers, peut-être que certains vont avoir un état d'esprit un petit peu supérieur. Voilà, juste pour que Fred Di Maria ou un des autres Argentins puisse être là. D'autant plus que ça va être un bloc bas, Angers, on connaît. C'est plus. Voilà, beaucoup créateurs et passeurs. Et du coup, comment est-ce que toi tu sens le match à Angers? Comment tu le ressens? Et quel serait ton Je prono? pense que ça va être plutôt difficile dans la première partie du match. Et puis, je donne mon prono directement. Ouais, vas-y, balance ton prono, ouais. Voilà, 1-3, Paris, 1-3 pour Paris? Cavani, Mbappé, et donc un des 3 Argentins. Ok. Quelqu'un d'autre veut se lancer sur qu'est-ce que vous attendez du match contre Angers? Alors moi, Basto, je pense que ce sera aussi un match compliqué avant la trêve avec Angers qui a déjà annoncé qu'ils amèneraient le bus sur Twitter avec une photo de leur bus en disant que ce serait leur tactique. Donc je pense que pour contrecarrer ça, effectivement, il faut de la fraîcheur. Donc on va amener la fraîcheur déjà sur le poste des latéraux. Je pense qu'on aura Yuri et Meunier. Et j'aimerais bien, là c'est peut-être le match pour lancer Lo Celso avec peut-être Marco et Draxler. Rabiot a beaucoup joué, pourquoi pas ce trio-là. Et Di Maria titulaire aussi à la place d'Mbappé qui a enchaîné. Et un choix qui ne sera pas fait mais que j'aimerais bien voir, c'est Pastore en faux neuf à la place de Cavani. Mais c'est un peu irréel. Ouais, mais paradoxalement, si on regarde les rentrées récentes de Pastore, Oui, Pastore c'est là que Emery a l'intention de Et l'installer. alors un pronostic, je dirais 2-0 PSG. Ok. Olivier, t'as un pressentiment sur ce match? T'as un souhait? Je crois qu'il y a un match post et on sait dans une génération que les joueurs sont mauvais, il y a nécessairement une décontraction.
pression. Aujourd'hui, Angers, c'est 12e place, 13 points, 2 victoires, 2 défaites et 7 nuls. Donc on voit le genre d'équipe contre qui on va devoir se batailler, parce que ça va être un combat. Hein. C'est une équipe avec des grands costauds qui vont imposer des duels de la tête, qui vont attendre les coups francs, les coups de pied arrêtés. Donc ça c'est des équipes contre qui on a toujours eu des difficultés. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on va être capable un bon test face à une équipe de Ligue 1 bus? Parce que c'est même pas un bus d'ailleurs qu'ils ont envoyé sur Twitter, c'est une bétonneuse. Donc, beaucoup plus parlant. Et comme mes 2 petits camarades, je crois que de toute façon, tous les joueurs de cette équipe peuvent s'imposer à Angers sur leur valeur technique. Mais ce dont on va avoir besoin, c'est de la fraîcheur mentale. Parce qu'on ne sort pas impunément d'un match de Ligue des Champions. Et il y a des joueurs qui ont faim. Costesso, il a faim, c'est le moment, il faut lui donner un peu à becter dans un match comme ça. Di Maria, il n'a pas forcément apprécié, alors qu'il avait fait un bon match et que Mbappé n'avait pas été bon, d'être sorti pour laisser la place aux petits. Donc c'est ces joueurs-là qui font lancer, c'est ces joueurs-là qui doivent tirer un peu l'équipe vers l'avant. Et j'espère qu'Emery va être capable de mettre en place un petit peu de nouveauté. Il faut tester, la saison va être longue, elle va se jouer plus tard, donc on a besoin de voir toutes nos forces et toutes les possibilités. Ok. Et quel serait ton prono du coup? Donc je pense que ça va être difficile, mais de mettre le but là-bas et on va en prendre un sur un coup de vérité. Corner. D'accord, ok. Ben, moi, contrairement à vous, en ce moment, on a tendance à marquer tôt. Et j'espère qu'on marquera tôt. Enfin, rien ne le garantit, mais j'espère qu'on marquera tôt. Et du coup, je vois bien un 0-3, parce que, enfin, voire un 0-2. Parce qu'Angers, même quand ils sont pris un but, c'est pas pour autant qu'ils lâchent l'affaire, ils continuent de se battre jusqu'à la fin. C'est une équipe c'est un peu une négation du foot, mais c'est une négation du foot respectable par rapport à d'autres équipes. Parce que les mecs vont au duel et ils y vont avec le cœur et c'est respectable. Alors maintenant, ben, messieurs, vous avez déchiré, c'était très intéressant. Et petite récompense, petit bonbon, la rubrique qu'on aime tous, la rubrique européenne. Alors, est-ce que vous êtes chaud? Ouais. On a déjà. Brûlant. J'ai pas entendu. Brûlant. Ah, à ce point-là. Ok, bon, c'est parfait. Petit rappel de la règle. Hein. Je vous donne une information. Vous répondez au mieux en un mot, au pire en trois. Ah non, au pire en 3. Non. Si vous répondez en un mot, c'est parfait. Si vous répondez en 3, c'est pas mal. Si vous répondez en plus, vous êtes 0. On va faire dans l'ordre alphabétique. Donc d'abord, c'est Basto qui répond. Ensuite, c'est Ravi. Et ensuite, c'est Olivier. Messieurs, juste un conseil, soyez punchy. Je compte sur vous. Vous êtes prêts? Ouais. Ok, c'est parti. En 1, le Real est défait à Riron en championnat 2-1 et qui se fait fixer par Tottenham en LDC 3-1. Crise. Test pour Zidane. Début de saison. Début de saison, déjà 8 points. 2. Le match nul de Monaco à Besiktas. 1-1. Et quasi-élimination. Sans commentaire. Vente outrancière. Alors le 3, c'est simple, hein, c'est juste 2 mots. Il n'y en a pas 25, il y en a juste 2. Napoli City. Orgasme. Comme un air de déjà vu. Le rêve. On enchaîne avec la très nette victoire de la Roma sur Chelsea, 3-0. La fin de Conte. À Chelsea. J'ai pas entendu, non. La très nette victoire de la Roma sur Chelsea, 3-0. Ravi. Olivier. Faut être prêt au printemps. Et enfin, la Juve qui tout saute en Europe, 1-1 sur le terrain du Sporting. Malgré l'absence de Matuidi. Un Allegri trop classique. On fera les comptes au printemps. Je compte sur beaucoup de choses sur le printemps. Bon, en tout cas, messieurs, merci beaucoup. Je vous salue bien bas après cette semaine stratosphérique en termes de résultats et commenté avec talent. Bravo à vous. Et merci aux fidèles et je vais y arriver. Et merci aux fidèles auditeurs qui sont encore avec nous. On vous donne rendez-vous après Angers. Ciao tout le monde. Salut. Bonsoir. Ciao, ciao.